Bonjour tout le monde. D'abord, je voudrais dire que je suis très content d'être ici à Sousse, la ville de l'Étoile de Sèvres. Et puis, je voudrais remercier la PAX de nous avoir invités. Nous sommes les 21e journée de la PAX, donc ça veut dire que la PAX est maintenant adulte, largement adulte. Et puis, je voudrais remercier les laboratoires AstraZeneca qui m'ont donné l'occasion de parler d'un sujet que j'aime beaucoup, qui est le traitement de l'asthme. Alors, on va avancer. Alors, je reprends cette définition de l'asthme, la définition que vous connaissez bien, c'est la définition du GINA, maladie hétérogène, soufflement, essoufflement, sifflement, pression thoracique, qui varie dans le temps, avec une limitation du débit de l'air. Vous voyez que dans l'asthme, on parle plus de syndrome obstructif réversible, mais limitation et variabilité. C'est une maladie qui reste et qui est très handicapante. Regardez ici sur cette plaque, vous voyez le nombre de jours de mauvais état physique ou mental ou limitation d'activité par rapport à un sujet normal. Vous voyez, ça double. Donc là, c'est vraiment une maladie qui impacte la vie. Et ça, c'est quel que soit le type d'asthme. En 2019, ça c'est une plaque du GINA que vous connaissez. Bien sûr, en 2019, on estimait qu'il y avait 300 millions d'asthme par le monde. Et en 2025, ils seront 400 millions, donc 25% d'augmentation en 6 ans. C'est énorme. Cette maladie est de plus en plus fréquente. Quand on regarde un peu, c'est encore une plaque du GINA, j'ai beaucoup utilisé le GINA. Quand on regarde un peu la prévalence de l'asthme, vous voyez que ça touche le monde entier. Là, vous avez, selon le code couleur, la Tunisie se situe entre 2,5 et 5%, mais en fait, les chiffres réels sont un peu plus élevés. Ça, je reviens sur un travail qui a été publié par l'équipe de Rapta en 2018. C'était un travail qu'on avait fait sur la population générale du Grand Tunis, et on avait trouvé une prévalence de l'asthme de 6,9% chez les adultes. Et là, vous avez les plaques femmes et enfants selon les tranches d'âge. Quand on regarde, il y a un peu plus de prévalence chez l'homme que chez les femmes. Donc les chiffres de 5%, peut-être, ils sont un peu sous-évalués. Alors, l'asthme, c'est une cause majeure d'absentéisme. Les dépenses de soins sont importantes et c'est très impactant pour la vie. Surtout, on risque des exacerbations. Alors, et le traitement, bien sûr, essentiel, si on pouvait toujours le donner, c'est la corticothérapie inhalée. Et on va se baser un peu sur la vraie vie, comment on va prendre en charge les asthmatiques. Alors, les recommandations. Vous savez, on a plein de recommandations. On est submergé, on est STMA, on a fait ce référentiel sur l'asthme. Après, il y a aussi, on peut aller voir ce que font les Européens, ce que fait l'APS, ce que fait la SPLF, ce que fait le reste, mais en fin de compte, tout cela, et un peu, on le retrouve un peu dans le GINA. Alors, le GINA, il fête 30 ans. Donc, en 2023, il fête ses 30 ans. Ça, c'est le premier GINA. Bon, il y avait moins de couleurs à l'époque. Voilà. Bon, parce que c'est tout petit, j'arrive pas. Alors, regardez. Vous avez, on va partir du step 1. Donc, du step 1, pas de traitement de fond, bien sûr. Aïe. Pas de traitement de fond. Et d'un autre côté, les bêta-2 agonistes pour traitement de secours, essentiellement. Et puis, il y avait aussi le chromoglycate, je ne sais pas quoi. Et puis, le step 2, regardez, bon, c'est très sensible, hein, ce truc. Les corticostéroïdes. Et vous aviez aussi le traitement oral, qu'on n'utilise plus du tout. Il y avait aussi la théophilie, mais
ce qu'il y avait au début du GINA, c'est que d'un côté, on avait le traitement et de l'autre côté, le traitement de la crise. Point à la ligne. Et c'est pour ça que le GINA a été très critiqué. Et on l'a critiqué pendant longtemps parce qu'il ne donnait pas d'alternative et ne prenait pas en considération la réalité de chaque pays. Donc, si on voit un peu l'évolution de ce GINA qui fête ses 30 ans, les premières années, c'était comment définir l'asthme, la définition de l'asthme, et puis classer l'asthme, alors on a intermittent et persistant au départ. Et dans le GINA, tous les 10 ans, vous avez une rupture et quelque chose de nouveau. Donc, 98, la définition, classement, et puis 2006, c'est le changement. On ne classe plus, on va classer selon le contrôle. 2014, 10 ans plus tard, c'est que les corticoïdes sont devenus à toutes les sauces. On va utiliser beaucoup plus les corticoïdes. Et là, si vous vous souvenez bien, on avait été un peu, parmi les moins jeunes, on était un peu choqués quand on nous demandait de toujours donner la corticothérapie, même au premier stade, c'était écrit « considérer la corticothérapie inhalée ». Et puis, dans ce GINA 2014, on nous avait dit aussi que si un patient, vous le mettez sous corticothérapie inhalée, il ne fallait plus faire un step down et arrêter la corticothérapie inhalée. Donc, ça nous avait un peu choqués. Et moi, j'avais l'habitude, avec Saïd Ibn Khadr, de chaque année, de prévoir quel serait le GINA de l'année suivante. Donc, le GINA 2023 n'est pas encore sorti jusqu'à ce jour. Il va sortir, paraît-il, entre le 7 et le 8 mai. Et je pense que les bêta 2, courte durée d'action, vont encore perdre. Ils vont probablement descendre du track 2 à Other. Probablement. Donc, chaque année, alors on se disait chaque année, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Parce que dans chaque GINA, ils vous disent à peu près ce qu'il y aura la prochaine fois. Donc, et le MART est apparu aussi, maintenance under liver therapy, traitement de fond et de secours dans le même dispositif est apparu en 2014, mais il était réservé au stade 3 et 4. En 2019, encore une évolution où l'ISC formoterol est devenu partout. Donc, et là, c'était vraiment... voilà. Donc, en fin de compte, on est parti d'un GINA menu, un GINA à la carte. Et si on lit bien les derniers GINA, vous avez beaucoup de propositions selon le niveau du pays, selon l'accès au traitement, et en fin de compte, on ne peut plus dire aujourd'hui que le GINA a été fait pour les pays développés, rien que pour eux. Non, il y a des options pour tout le monde. Et il faut, en fin de compte, dans le GINA, il faut prendre ce qui est intéressant pour le pays. C'est une histoire inachevée et qui va encore continuer. Alors, ça, c'est la pratique quotidienne. La pratique quotidienne, vous recevez votre patient chaque semaine, tous les 3 mois, et la question toujours qu'on pose, est-ce que vous prenez votre corticoïde inhalé chaque jour? Et la réponse, il ne me fait aucun effet, je préfère le spray bleu. Il est efficace, rapidement, mais aujourd'hui, je viens juste parce que j'ai une bronchite. C'est exactement ça qu'on subit chaque fois, et vous pouvez prendre en charge des patients pendant plusieurs années. Dès qu'ils se sentent mieux, ils vont arrêter la corticothérapie inhalée et garder que le spray bleu parce que ça les soulage très bien. Et ils vous disent, moi non, je ne suis pas asthmatique, j'ai une allergie. D'ailleurs, votre collègue, tel pneumologue, m'a dit que j'avais juste une allergie. Alors moi, ce que je leur dis toujours, vous savez, l'allergie, quand elle est dans le nez, on va dire c'est une rhinite. Quand on l'est, si vous toussez, on va dire que c'est de l'asthme. Donc il faudra toujours, et je pense qu'il est très important que le patient se rende compte que sa toux, c'est de l'asthme. Que s'il fait une bronchite par mois, ce n'est pas des bronchites, c'est de l'asthme.
C'est un asthme qui n'est pas bien pris en charge. Donc ça, c'est en fait notre souci quotidien dans la pratique. Alors regardez, depuis très longtemps, on s'est rendu compte que plus on utilise de sabbat, plus on n'est pas bien et plus il y a un risque de mortalité. Et longtemps, ils ont pensé que le sabbat tuait. Le sabbat ne tue pas. Les pédagogues de courte durée d'action ne tuaient pas, mais les gens n'étaient pas correctement pris en charge et ils utilisaient que ça, ne prenaient pas le traitement adéquat. Avant, ils ne connaissaient pas et on ne l'avait pas, et maintenant on l'a, et c'est la corticothérapie inhalée. Et donc, du coup, ils vont mourir parce que leur asthme n'est pas bien pris en charge. Et regardez que, par contre, plus on prend de courte inhalée, et moins on a de décès liés à l'asthme. C'est une plaque très, très importante, et là, les références datent de 99, 2000, donc c'est vieux. Et on sait depuis longtemps que le recours excessif au sabbat, au détriment du traitement de contrôle par corticoïde, a suivi un risque accru de décès. Le problème, c'est que l'asthme, donc il évolue sur une maladie inflammatoire, et puis il fait des exacerbations. Donc, quand on fait l'exacerbation, on a un traitement du symptôme, qui est le bronchodilatateur, et un traitement de la maladie, qui est l'inflammation. Si le patient fait pas de crise importante, s'il n'est pas gêné pour respirer, il va se contenter de son spray de secours parce que le soulage. Et il va oublier qu'en fait, il a un fond d'obstruction dont il ne se rend pas compte et il s'est habitué à sa pathologie. Et ça tout pour lui, ce n'est pas de l'asthme. Et là encore, il faut qu'on explique chaque fois aux patients que le bêta-2 est le traitement du symptôme et le corticoïde est le traitement de la maladie. Le programme Sabina, je pense que vous le connaissez aussi, a été fait sur plusieurs étapes. Il y a eu le 1, le 2, on va s'intéresser au 3. C'est une analyse de données réelles sur les sabbats et le traitement d'entretien dans l'asthme. Alors, le 1 et le 2, c'était quelques pays, mais le 3, c'était 24 pays sur 5 continents. Et l'objectif était d'évaluer les prescriptions de sabbat et les analyses et les résultats associés dans les pays dont la plupart ne disposaient pas de base de données nationales sur les soins de santé. Des données primaires ont été recueillies au niveau de soins de première ligne et au niveau des spécialistes par un formulaire électronique de consultation. Alors, les gens de première ligne avaient essentiellement des patients majoritairement d'asthme léger, ce qui est logique, hein, mais il y avait quand même pas mal d'asthme modéré et sévère. Et par contre, les spécialistes avaient essentiellement des asthmes modérés et sévères, 82%, et aussi quelques asthmes légers. Et ce qui a été retrouvé, que 61% qui l'ont prescrit du sabbat avaient utilisé plus de 3 flacons par an, qui est déjà une utilisation excessive. Donc, on utilise de façon importante, quand on voit une moyenne, déjà, de façon les sabbats, quel que soit l'asthme, qu'il soit léger ou modéré à sévère, l'utilisation du sabbat était supérieure à ce qu'on devrait utiliser. Et dans cette étude, on a retrouvé que les chances d'avoir un asthme au moins partiellement contrôlé étaient significativement réduites avec l'augmentation des prescriptions de flacons de sabbat. Donc, plus on utilise de salbutamol, moins on avait des asthmes qui étaient contrôlés. Et plus on utilisait de sabbat, plus on avait des exacerbations sévères. Où est la faute? Où est le problème? Donc, en fin de compte, le sabbat n'était pas la solution et on avait toujours tendance à utiliser plus qu'il n'en faut. Et de là est venue un peu l'idée du SMART. Alors, je reviens aux plaques du GINA. Alors, qu'est-ce qu'il dit le GINA? Il dit que l'utilisation régulière de sabbat, même pendant 1 à 2 semaines, est associée à des effets indésirables, avec une baisse de la réceptivité des récepteurs bêta, une diminution de la bronchoprotection, l'hyperréactivité de rebond,
la diminution de la réponse bronchodilatatrice et l'augmentation de la réponse allergique et l'augmentation de l'inflammation des voies respiratoires eosinophiles. Tout ça parce qu'il n'y a pas la corticothérapie inhalée. Donc ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc plus on utilise, plus on a de décès, exacerbation sévère et décès. Alors les corticoïdes inhalés, d'un autre côté, et là on le sait depuis très longtemps, réduisent le risque de décès par asthme, d'hospitalisation et d'exacerbation nécessitant des corticoïdes stéroïdes oraux. Donc c'est une alternative sûre et efficace pour le traitement de l'asthme. Donc on revient toujours à notre patient, là c'est un autre médecin. Est-ce que vous prenez votre traitement inhalé? Et la réponse, non, je suis guéri, je le prends que si je tousse. Alors là, on revient un peu, lui, il tousse. Donc il va prendre son traitement inhalé que s'il tousse. Et généralement, il ne va prendre que son sabbat. Si, quand il tousse, il prend aussi bien le sabbat que la corticothérapie inhalée, on pourrait traiter l'inflammation et réduire ces épisodes de toux et par-delà, peut-être, arriver à mieux contrôler son asthme. Et c'est ça l'idée maîtresse du SMART aussi, préconisée par le GINA. Regardez, en général, quand on a un asthme léger, on va dire qu'on a des exacerbations modérées. Quand on a un asthme sévère, on a des exacerbations sévères. Mais dans l'asthme sévère, on peut avoir des exacerbations légères. Mais le problème, c'est que dans l'asthme léger, on peut avoir des exacerbations sévères. Et les gens qui meurent d'asthme, c'est dans cette catégorie-là qu'ils meurent. Pourquoi ils vont mourir d'asthme? Parce que, en général, quand on a un asthme léger, qu'on disait avant intermittent, on ne prenait pas de traitement de fond. Donc, on n'est pas imprégné de corticoïdes. On tousse, on prend un spray, on tousse, on prend un spray. Quand on fait une crise sévère, on peut en mourir. Parce qu'on n'est pas imprégné de corticoïdes et l'inflammation est là. Et vous vous souvenez, toutes les publications sur la mortalité par asthme liée au retard de la prise de corticothérapie. Et pendant longtemps, on disait qu'on ne meurt plus d'une crise d'asthme dans les pays industrialisés parce que la prise en charge est meilleure et qu'on donne très rapidement la corticothérapie. Donc, c'est cet aspect-là d'asthme léger, exacerbation sévère, qui est à risque de mortalité. Donc, je reviens au GINA. Donc, et toujours, donc les patients souffrant d'asthme apparemment léger sont toujours à risque d'événements indésirables graves. Donc ça, c'est l'étude de Dussert. Dussert, vous le connaissez, il est venu plusieurs fois en Tunisie, celui il est à Cochin. J'ai travaillé avec lui du temps où j'étais à Cochin. Donc regardez, 30 à 37% des adultes souffrant d'asthme aigu, 16% des patients souffrant d'asthme quasi mortel, 15 à 20% des patients qui meurent d'asthme ont des symptômes moins d'une fois par semaine au cours des 3 derniers mois. Donc, ils avaient un asthme, disons, léger. Et pourquoi toutes ces complications? Parce qu'ils ne sont pas imprégnés de corticoïdes. En plus, pendant longtemps, les bêta-2 ont été considérés comme le premier traitement de l'asthme. Et du coup, les asthmatiques considèrent que c'est l'unique traitement. Parce qu'en fait, il est gêné, il prend son spray, il s'améliore. Il est traité parce que les patients refusent de considérer qu'ils ont une maladie chronique. Et on leur dit toujours, enfin, moi je leur dis en consultation, vous le dites sûrement, que le diabétique, c'est une maladie chronique, il a besoin de traitement de fond et d'une hygiène de vie et d'un régime. L'hypertendu
aussi, un traitement de fond et d'un régime aussi. Et l'asthmatique, c'est une maladie chronique, parce que quand le patient ou les parents des patients vous disent quand est-ce que mon fils va guérir, il ne faut jamais leur dire qu'il va guérir. Il faut leur dire que c'est une maladie chronique, qu'il va vivre avec, mais qu'il y aura des périodes dans la vie où il n'aurait peut-être pas besoin de traitement. Mais dire qu'on va vous donner un traitement, vous allez guérir, il va arrêter le traitement dès qu'il est mieux, parce qu'il considère que c'est une maladie guérissable. Et on ne guérit pas, c'est une maladie chronique. Là, c'est là, mais il y a des périodes dans la vie où on n'a pas besoin de traitement. Donc lui, il va prendre juste son spray. Alors, quel serait l'argumentaire maintenant pour donner ce formoterol budesonide de fond et de secours? D'abord, vous savez que le formoterol produit une bronchodilation aussi rapide que le salbutamol. Vous savez que le formoterol fournit une bronchodilatation soutenue plus importante que le salbutamol, donc environ 12 heures. Donc là, déjà, le formoterol, il peut remplacer efficacement le salbutamol. Regardez, l'association fixe formoterol-budesonide procure une bronchodilatation plus rapide que l'association fixe salmétérol-fluticasone, ce qui élimine un peu le salmétérol comme traitement de secours combiné, et c'est pour ça qu'il n'existe pas dans le GINA. Regardez cette plaque où il y a les résultats potentiels de différents régimes de traitement de l'asthme en réponse à l'aggravation de la maladie. Vous avez trois courbes. Une courbe formoterol budesonide, une courbe formoterol, une courbe formoterol budesonide puis à la demande, une courbe formoterol budesonide et une courbe de traitement classique. Et vous voyez ici que la sévérité des symptômes est moins importante avec le budesonide formoterol par rapport au traitement classique et qu'elle est encore meilleure quand on donne un traitement de fond et de secours. Regardez cette plaque, elle montre sur le profil de 425 exacerbations. Vous avez au milieu le jour de l'exacerbation ici, hein, et on parle des jours avant, la variation par rapport des symptômes, et vous voyez qu'il y a 4-5 jours avant l'exacerbation, une fenêtre d'opportunité pour augmenter la corticothérapie inhalée et là, éviter l'exacerbation. Et c'est ça l'intérêt de prendre un traitement de secours contenant une corticothérapie inhalée. Parce que quand on va donner un traitement de fond et de secours avec une corticothérapie inhalée, quand le malade va tousser, on lui dit de prendre le matin et le soir, et puis s'il va tousser dans la journée, parce qu'il commence à préparer une exacerbation qu'il va faire dans les 3 ou 4 jours, s'il prend son bronchodilatateur, il ne va pas être protégé, il va juste agir pendant les 4 heures, ouvrir un peu les branches, ne plus tousser, mais après l'inflammation va reprendre son cours. S'il prend la corticothérapie inhalée sans se rendre compte, sans être allé voir son médecin, il a fait un step-up en traitement, en augmentant sa corticothérapie inhalée, et de là, il va peut-être éviter ou amoindrir l'exacerbation qui se prépare. Donc, moi, c'est une plaque que j'aime beaucoup, celle-là, parce qu'elle explique bien les choses. Alors, quand on utilise la budesonide formoterol plus traitement à la demande, il diminue de 39%, ça vous connaissez tous cette communication, hein, de 39% l'exacerbation par rapport au salmétérol fluticasone et bêta-2 au besoin. Alors là, le budesonide formoterol donne une augmentation supplémentaire du VMS et une bronchodilation soutenue sur 6 mois lorsqu'utilisé au besoin par rapport à la terbutaline et au formoterol au besoin. Donc là aussi, donc sur le long terme, il y a un meilleur VMS, bien qu'on sait tous que le VMS, ce n'est pas un marqueur très intéressant de la symptomatologie dans l'asthme, mais bon, il est là. Donc en fin de compte, le budesonide formoterol de fond et de secours augmente la probabilité des patients
qui est un asthme contrôlé ou partiellement contrôlé, la bronchodilation obtenue aussi rapidement avec le formoterol de l'association qu'avec le salbutamol, et on atteint un niveau de bronchodilation plus élevé avec un début d'action plus rapide que le salmétyrol, fluticasone, bien sûr, on le sait ça. Et bien sûr, le fait d'utiliser budesonide formoterol à la demande, en plus traitement d'entretien, il réduit les actions de secours. Alors, conséquences sur l'approche thérapeutique. Ça, c'est la plaque de l'asthme. On va aller rapidement du GINA. Alors, quand on a un patient avec symptômes respiratoires, et ça je reviens dans le GINA pur et dur. Quand on a un patient avec symptômes respiratoires, est-ce que les symptômes sont typiques de l'asthme? Sinon, il faut reprendre l'histoire et voir s'il n'y a pas d'autre diagnostic et traiter l'autre diagnostic. Si oui, est-ce que l'histoire clinique et l'examen sont en faveur de l'asthme? Si oui, est-ce que le patient prend déjà un traitement de fond? Si oui, on vérifie avec le track 1, track 2 où il est, ou est-ce qu'on doit adapter son traitement ou pas. Sinon, il faut faire une spirométrie. Si les résultats sont compatibles, on revient au traitement de l'asthme. Donc ça, c'est l'approche du GINA. Comment on va commencer le traitement? D'abord, ils te disent à la première évaluation, quand vous prenez en charge un supposé asthmatique, il faut confirmer le diagnostic. Donc, pas passer à côté d'un autre, ça vous connaissez tous, donc les diagnostics différentiels de l'asthme. Après, il faut contrôler les symptômes et les facteurs de risque modifiables, y compris la fonction pulmonaire, donc voir les allergènes, voir les irritants, voir le tabagisme, voir le milieu professionnel, pour éliminer un peu les facteurs qui vont aggraver et rendre que l'asthme, on n'arrive pas à le contrôler. Bien sûr, prendre en charge les comorbidités, les rhinosinusites, dysfonctionnement des cordes vocales, la BPA, DDB, et vous savez que par exemple, on a très souvent des patients qui ont des rhinosinusites et qui viennent nous dire j'arrive pas à respirer. Et en fait, c'est sa rhinite qui le dérange. Son asthme, sa fonction respiratoire est bonne, son asthme est bien équilibré, mais c'est sa rhinite persistante qui l'empêche de bien respirer. Enfin, je ne respire pas la nuit. Et quand le patient dit je ne respire pas la nuit, il faut toujours lui poser la question est-ce que votre nez est bouché ou pas? Parce que pour lui, il respire avec le nez et avec la bouche. Donc, si son nez est bouché, il ne respire pas bien. Donc, peut-être que là, le traitement n'est pas de renforcer le traitement de l'asthme, mais de traiter la comorbidité. Donc ça, vous connaissez tous les comorbidités. Après, les techniques d'inhalation, vous savez tous qu'une bonne observance et une bonne compliance permet d'améliorer et de diminuer la charge thérapeutique. Et puis après, il y a le GINA. C'est pour ça que je vous dis que le GINA, Merci. Merci. Le GINA, c'est pour ça que je vous dis que le GINA n'est plus un menu, mais il est à la carte. Parce qu'il faut prendre en considération ce que veut le patient. Et c'est très important que le traitement va être en fonction de ce que veut le patient. Mais ce que veut le patient, il faut bien lui expliquer et lui faire comprendre ce qu'il devrait vouloir. Et donc tout ça, il faut tout le temps parler avec le patient et tout le temps essayer de le convaincre, lui faire expliquer d'abord que c'est une maladie chronique, c'est une maladie que le traitement de la corticothérapie, qui doit se faire traiter, puis voir ce qu'il veut exactement. Donc là, vous avez le traitement, je vais aller un peu rapidement ici, selon les symptômes, parce que vous le connaissez tous, hein, le track 1, le track 2. Donc, si on a des symptômes quotidiens avec atteinte nocturne, une gêne respiratoire, fonction respiratoire ABC, on commence tous par un traitement à dose moyenne de formoterol, corticostéroïde inhalé, à dose moyenne d'entretien et de secours. S'il y a moins de symptômes, on peut être dose faible ou dose moyenne. Si les symptômes sont 2 fois par mois, on peut faire à la demande. D'accord? Et ce qui est bien, ça, ici, faire à la demande,
il faut lui dire que, il ne faut pas lui dire chaque fois que vous faites une crise, il faut prendre. Il faut le prendre quand vous toussez. Si vous toussez, il faut prendre le traitement. C'est ça la demande. C'est pas la crise, parce que la crise, c'est les urgences. Donc, alors il y en a qui disent non, moi je tousse parce que c'est le tabac, il faut arrêter le tabac, je sais pas quoi. Donc, il faut aussi arrêter de banaliser la toux. La toux, c'est un équivalent d'asthme. S'il tousse, c'est qu'il est asthmatique. Et c'est qu'il n'est pas bien équilibré. Donc là, j'avance. Parce que vous connaissez tout ça, je vais passer. On va la foutre, ça aussi, je vais passer. Donc, on arrive là. Ça, c'est le GINA 2022. En attendant le GINA 2023, qu'est-ce qui va changer, hein? Donc, l'étape 1, ça, ils ne sont pas là, les gens d'Astra. Ça, ils n'ont pas la MM, je crois. Hein. Donc, dans l'étape 1, à la demande, ISC, faible dose, formoterol à la demande. Après, l'étape 2, c'est faible ISC, formoterol, faible dose. L'étape 4, c'est dose moyenne. Et l'étape 5, vous connaissez bien sûr, c'est les asthmes sévères. Et ici, donc, dans le fond, dans le préféré, trac préféré, trac 1, il n'y a plus de bêta-2 courte durée d'action. On le trouve dans les trac 2. Et puis, on trouve autre contrôle option. Donc, c'est pour ça que je vous dis que vous voyez que maintenant, on a une... Vous vous souvenez de la première plaque du GINA que je vous ai montré, il n'y avait pas d'alternative, il y avait ça. Là, on vous donne la possibilité de 2 alternatives au traitement qu'on vous propose. Et toute l'importance est là. Donc, dans le deuxième cas, on va donner ISC là-bas. Alors, regardez, il y a une chose importante à retenir sur cette plaque. En haut, c'est ISC formoterol. En bas, c'est ISC là-bas, dans le tract 2. Pourquoi là, ISC formoterol? Parce qu'on ne va pas donner de bêta-2 longue durée d'action en même temps, de différentes molécules. Donc c'est pour ça que le salmétérol, on ne peut pas le donner. Mais dans le tract 2, on peut donner l'association avec du almétérol. Alors, le GINA, ça je reviens au GINA, comme on dit, quand faut-il utiliser le secours SABA? Donc, si le tract 1 n'est pas possible ou n'est pas préféré par le patient, parce qu'il y a des patients qui disent ce médicament, moi je ne le quitte jamais. J'utilise ça depuis 20 ans, je ne le quitte jamais. Et c'est dans ce cas-là qu'il faut lui dire de prendre les corticoïdes inhalés en même temps. Quand il ne doit pas être utilisé, si le patient est susceptible d'être adhérent au traitement de fond contenant du corticoïde inhalé qu'ils sont prescrits. Donc là, on peut utiliser l'autre trac. Donc ça, on l'a vu, qui survenait. Je vais passer là. Alors, pourquoi le GINA a-t-il étendu l'ISC formoterol au besoin de l'étape 1? Parce que le SABA, il n'y a aucune opportunité que le SABA seul est efficace. Parce que les patients présentant des symptômes peu fréquents peuvent tout de même avoir des exacerbations sévères ou fatales. Et c'est ça, je pense, la chose la plus importante. Ça veut dire qu'on peut être peu symptomatique, faire de temps en temps une petite crisette, une petite exacerbation, mais quand on fait une crise, elle est très sévère. Et si on donne systématiquement des corticoïdes dans ce cas, eh ben, on va éviter de faire des crises sévères. Donc, ça, je vais passer. Donc, en fin de compte, voilà. Alors, on a les recommandations et on a la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, c'est un patient qui préfère son spray et qui ne reconnaît pas sa maladie. Donc, lui dire que chaque fois que vous êtes gêné, eh bien, au lieu de prendre le spray bleu, vous prenez les 2 médicaments en même temps. Ça va nous permettre, sans forcément qu'il le comprenne, à lui donner son traitement de fond en même temps. Et la deuxième chose,
du moment qu'il prend son traitement, que quand il est gêné, autant qu'il prenne des corticoïdes en même temps. Voilà, donc le GINA, en fin de compte, n'est plus un menu et est désormais à la carte. Je vous remercie.